Bonjour à tous et à toutes, je suis chez mon père et je n'ai pas pensé à prendre de micro pendant les vacances de Noël. Donc je vais essayer de faire court pour tout simplement ne pas m'en prendre trop à votre ouïe parce que je sais que le son de base de mon ordinateur est pas terrible. Mais j'avais envie quand même de tourner un petit vlog de rédaction de thèse aujourd'hui parce que j'ai eu la semaine dernière une journée de boulot qui a été vraiment formidable. C'est vraiment ce genre de choses qui apportent des bonnes surprises. C'est-à-dire que la semaine précédente, j'avais passé 3 jours à faire des relevés pour prouver quelque chose qui finalement n'avait que très peu d'intérêt. Et c'est pour ça que j'étais moins optimiste. Je sais plus quel jour c'était. Non, c'était en fin de semaine dernière, peut-être jeudi ou vendredi. J'étais moins optimiste en faisant à nouveau des relevés pour faire un graphique, parce que je suis un petit peu dans ma période graphique. Et je me disais, tu vas encore prendre des heures et des heures à faire ce truc, est-ce que ça va vraiment être utile? Et ça l'a été beaucoup plus que je ne pensais, je m'explique. En fait, je suis allée dans une section qui aujourd'hui est archivée, c'est-à-dire qu'elle est encore accessible et visible par tout le monde, mais il n'est plus possible de l'alimenter depuis 2015. Cette section consistait à faire la publicité. Enfin, les membres pouvaient faire la publicité pour leur blog, leur site ou d'autres forums d'écriture, ou pas d'écriture d'ailleurs. Et c'est une section qui a été ouverte quasiment au début, tout début de l'ouverture du forum, donc fin 2005. Et entre 2005 et 2015, du coup, année par année, j'ai fait un relevé, non pas des blogs ou des forums sur la moto ou sur Tokyo Hotel qui étaient présentés, mais j'ai plutôt fait un relevé de tous les forums d'écriture, que ce soit des forums d'écriture classiques ou des forums de RPG, même si j'ai évidemment séparé les deux pour avoir une idée plus juste de ce qui se passait. Donc j'ai fait un relevé année par année. Et à chaque fois, je suis allée voir si les forums existaient encore, et s'ils existaient encore, est-ce qu'ils étaient encore abondés. Surprise, aucun n'était plus abondé. Certains avaient été abandonnés récemment. Je pense à un ou deux forums qui ont été alimentés jusqu'en 2016, 2018, voilà. Et d'autres, en fait, ont eu leur apogée en 2006, 2007, et puis se sont effondrés très rapidement. La plupart de ces forums n'existaient plus, tout simplement parce que beaucoup d'hébergeurs de forums ont fermé. Donc j'ai même fait un petit relevé des hébergeurs de forums qui étaient fréquemment utilisés et qui ont fermé depuis. Donc ce corpus de forums de 2005 à 2015 est en très très mauvais état parce que beaucoup d'hébergeurs de forums ont fermé. Donc dans ces cas-là, on ne peut voir le forum que sur Web Archive. Et pour ceux qui sont familiers de l'outil, Web Archive est un très mauvais outil pour les forums parce que comme les forums ont une structure arborescente, ce que fait Web Archive, c'est qu'il sauvegarde la première couche, donc la page d'accueil, et éventuellement parfois la deuxième, si elle n'est pas sous paravent évidemment, mais jamais en dessous de la deuxième. Ce qui signifie concrètement que Web Archive ne permet pas d'explorer des vieux forums. Elle permet de voir à quoi ils ressemblaient, elle permet de voir quelques données qui peuvent être utiles, par exemple combien il y avait de membres, combien il y a eu de messages postés, à peu près quand ont été postés les derniers messages, mais pas plus. Et donc voilà, j'ai fait ce relevé année par année. Et ce que je pensais, et qui s'est avéré juste, c'est qu'évidemment, entre 2005 et 2010, on avait de la publicité faite pour d'autres forums d'écriture, et qu'à partir de 2010, effet de centralisation oblige, beaucoup moins. Les RPG, c'est un peu la même chose. Alors ça, je sais pas si c'est une tendance générale ou si c'est simplement dû au fait que les gens venaient plus faire de la pub pour les RPG sur ce genre de forum, mais on a eu une grosse vague de RPG jusqu'en 2010. Alors j'explique juste le RPG, c'est du roleplay par forum. Ça consiste en fait en des aventures d'écriture collective où les rôles sont distribués. Ça peut se greffer sur des mondes existants, par exemple il y avait plein de RPG autour d'Harry Potter, où on va dire, bah toi tu vas incarner Harry, toi tu vas incarner Severus Rogue, toi Dumbledore, puis chacun se crée un compte à l'effigie de son personnage. L'arborescence est une arborescence mimétique d'une distribution spatiale, c'est-à-dire qu'on va avoir par exemple le château et les sous-sections, ça va être le réfectoire, le dortoir, etc. Et les sous-sections, peut-être des chambres, enfin je sais pas, des trucs comme ça. Et puis ensuite, il va y avoir une règle du jeu écrite par les administrateurs qui ont un rôle très important dans le cas des forums de RPG.
Et ensuite, les gens vont jouer en écrivant. Donc ils vont écrire collectivement une histoire. Et le roleplay par écrit, c'est quelque chose qui est encore très dynamique aujourd'hui, mais peut-être un petit peu plus sur Discord. Et donc, sur Discord, ça va mixer les logiques de l'écrit et du sonore, de l'oral. On va aussi donc jouer en simultané, ce qui n'était pas possible avec les forums. Donc, bon, pour le roleplay textuel, parce qu'il existe aussi du roleplay in real life, avec des gens qui viennent déguisés sur un lieu et qui incarnent des joueurs. Donc pour le roleplay textuel, les forums sont très pratiques parce qu'ils permettent de garder archives de l'histoire et qu'ils permettent, par la distribution à arborescence, de reproduire une conception spatiale de la diégèse qui est investie par les membres. Ils permettent aussi la création d'identités multiples et fictionnelles. Je me suis perdue, mais je me suis dit que peut-être le RPG, c'était pas familier pour tout le monde. Donc ça, c'est pour le roleplay que je classerai dans la littérature. C'est de la littérature, hein, très clairement. Donc beaucoup de jeunes écrivains de ma génération, ou un peu plus âgés, ou un peu plus jeunes, sont arrivés à l'écriture littéraire par le roleplay textuel, qui est de l'écriture fictionnelle, en fait. Et ça, c'est vraiment rigolo. Un jour, je ferai un relevé un peu plus exhaustif, par exemple, sur mon forum, mais en ayant déjà discuté avec beaucoup de gens, même d'amis, ils m'ont raconté qu'ils se sont mis à écrire en jouant au roleplay. Donc voilà, c'est une porte d'entrée dans l'écriture littéraire qui est intéressante et qui influe peut-être la manière dont on écrit ensuite et dont on s'approprie les forums. Donc, qu'est-ce qu'on voit plus finement avec ce relevé année par année ? J'ai pas encore dessiné le graphique, mais je le ferai bientôt. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a un effet de centralisation qui est extrêmement rapide. C'est-à-dire que dès 2008, les gros forums d'écriture, ce sont Jeunes écrivains, Écrivains en herbe et Le Monde de l'écriture. Ecocyclix pour les écritures de l'imaginaire. Ce qui signifie que de 2005 à 2008, on a un foisonnement de création de petits forums d'écriture qui se ressemblent tous et qui sont plus ou moins bien conçus parce que parfois on a des gens très jeunes qui n'ont aucune compétence en graphisme et qui ont du mal aussi à concevoir que l'arborescence doit être courte et lisible pour que la communauté fonctionne. Donc voilà, l'effet de centralisation est extrêmement rapide, et comment est-ce qu'on le voit depuis l'intérieur des topics de pub ? C'est que parfois il y a un petit jeune qui arrive, qui présente son forum, il y a des gens qui lui tombent dessus en lui disant « Mais à quoi il sert ton forum ? On a déjà celui-là, et celui-là. » Donc il faut te distinguer en fait pour pouvoir exister et pour espérer attirer une communauté. Et c'est ce qui se passe à partir de 2008. La plupart des forums d'écriture qui se créent sont des forums qui tentent de se distinguer, soit parce qu'ils investissent un genre d'écriture particulier. Alors on va avoir des forums spécialisés dans l'écriture poétique, dans les écritures de l'imaginaire, voilà, dans plusieurs types de genres, soit parce qu'ils vont proposer des usages originaux. Je pense par exemple au forum qui n'existe plus ou n'est plus alimenté, je sais plus, qui s'appelait 10 000 Words a Night, qui constitue à faire des nuits de l'écriture, où les membres se connectaient simultanément et écrivaient 10 000 mots en s'encourageant, et puis ensuite ils postaient ce qu'ils avaient écrit en une nuit et ils réécrivaient ensemble. Ou je pense à des forums qui étaient vraiment axés sur la bêta-lecture, c'est-à-dire qu'on allait s'intéresser au processus prééditorial qui consiste à relire un roman déjà écrit. Je dis roman parce que c'est essentiellement des romans dans ces cadres-là, et à le retravailler collectivement pour qu'il soit propre et qu'il puisse être envoyé aux éditeurs. Je dis propre parce que on est dans des conceptions de l'écriture qui vont être peut-être un peu plus normées, un peu moins expérimentales. Voilà. Et je pense aussi à d'autres types de forums que j'ai vu passer, par exemple des forums où on écrit un roman à plusieurs, donc quelqu'un commence, puis quelqu'un prend le relais, etc. En général, ces trucs-là n'ont pas très bien fonctionné, honnêtement. Et on a aussi eu des forums mixtes du point de vue artistique, c'est-à-dire des forums qui mélangeaient la photographie et la littérature, enfin voilà, des choses comme ça. Donc à partir de 2005 à 2008, foisonnement de petites plateformes qui aujourd'hui sont toutes soit disparues, soit plus alimentées. À partir de 2008, la centralisation est faite. On a quelques plateformes qui se sont distinguées des autres, qui quantitativement sont devenues trop intéressantes pour les nouveaux arrivants, pour que des petites se distinguent, et donc on a un processus de distinction. Et ce qui est super intéressant, c'est que quand on analyse la formation du champ littéraire de manière plus générale, par exemple au XIXe siècle avec les cénacles,
il se passe exactement la même chose. En fait, les groupes d'écrivains tentent sans cesse de se distinguer les uns des autres, et souvent ça passe par des positionnements esthétiques qui en fait sont souvent des justifications a posteriori des raisons pour lesquelles on se sent le besoin de se distinguer. Et c'est là que j'ai trouvé autre chose d'intéressant, dont j'avais l'intuition, mais je pensais pas que j'allais être en mesure de le documenter avec autant de précision et si peu d'effort, surtout. Cette chose intéressante, c'est que je me souvenais que quand je m'étais inscrite sur Jeunes Écrivains, sur le forum des jeunes écrivains, il y avait une vieille légende qui courait d'une rivalité sanglante entre le forum des jeunes écrivains et le forum des écrivains en herbe, qui étaient à l'époque les deux leaders, on va dire, du champ des forums. Et je me disais, mais comment... Enfin, je pensais que j'allais pas en parler dans ma thèse, puisque j'en avais entendu parler, mais je pensais pas avoir un corpus très précis, ne serait-ce que parce que le forum des écrivains en herbe n'existe plus aujourd'hui. Il a été intégralement supprimé. Donc on n'a pas l'archive. Et bien, dans cette section-là, de publicité pour d'autres forums, il y a plusieurs topics dans lesquels on parle de cette rivalité. Et notamment des topics de concours interforums, puisqu'à l'époque, on organisait souvent des partenariats entre forums pour faire connaître les communautés les uns aux autres, et ensuite, pour les forums d'écriture, des concours entre forums, où les communautés s'affrontaient, pour prouver qu'on était les plus forts d'un côté ou de l'autre. Globalement, c'était ça. Il y avait eu notamment un concours interforum entre jeunes écrivains et écrivains en herbe qui avait commencé à forger la légende de la rivalité, puisque les jeunes écrivains, qui étaient très snobs, étaient persuadés d'avoir explosé les écrivains en herbe qui étaient plus jeunes. Et c'est là qu'on arrive à quelque chose d'intéressant, c'est que les positionnements de ces deux plateformes respectives se sont justifiés par un discours esthétique. C'est-à-dire que les conceptions esthétiques, les conceptions qu'on se faisait de l'écriture sur l'une et l'autre plateforme étaient divergentes. Et ça, je peux le documenter grâce à ces topics. On a même des gens d'écrivains en herbe qui se sont inscrits exprès pour râler parce qu'on les avait insultés sur jeunes écrivains. Enfin, c'est incroyable, hein, les dramas qu'on peut retrouver. Alors en fait, les jeunes écrivains étaient persuadés... Déjà, ils étaient un peu plus âgés, hein, ça, du point de vue générationnel, c'est vrai. Ils étaient persuadés de courir après le beau style. C'était vraiment des modernistes expérimentateurs qui voulaient être les grands écrivains de demain. Y sont-ils arrivés ou pas, ça je peux pas trancher. Et ils accusaient les écrivains en herbe d'être une bande d'ados émo, braillards, qui passaient leur temps à écrire des romans avec des dragons et à troller. Ce qui n'était pas faux, hein, ils trollaient beaucoup. Tandis que les écrivains en herbe trouvaient que les jeunes écrivains c'était des gros snobs, qui n'étaient pas du tout accueillants pour les nouveaux, alors que eux, au moins, ils accueillaient tout le monde et ils s'amusaient dans l'écriture. Et je pense qu'ils étaient plus proches d'une conception de l'écriture. Alors, qui est-ce qui a étudié ça? Le rapport geek à l'esthétique. Je sais que David Perron en parle dans son bouquin sur la culture geek, mais je crois que c'est pas lui qui a inventé cette analyse. En tout cas, c'est le fait que l'esthétique geek n'est pas une esthétique du beau style, une esthétique formaliste, c'est une esthétique encyclopédique, dont le but c'est de créer en fait des mondes cohérents, fournis, riches. L'horizon, ce serait le Seigneur des Anneaux, où il y a une langue qui est inventée, plein de peuplades, etc. Donc en fait, le geek, ce qu'il va chercher à faire, c'est à se comporter en anthropologue de l'imaginaire. Il va créer des mondes cohérents, le plus cohérent possible, et le plaisir esthétique va résider dans le fait d'explorer ces mondes en compagnie de l'auteur. Et je pense du coup qu'on était plus proche d'une esthétique geek sur Écrivain en herbe, c'est-à-dire on écrivait beaucoup de fantaisie, et que du point de vue de l'éthos communautaire, on était aussi plus proche de la figure du troll, puisqu'il était admis qu'on pouvait faire des blagues, qu'on pouvait manipuler l'ironie, etc., beaucoup plus que sur Jeunes Écrivains. Donc cette rivalité, elle est facile à documenter, et elle raconte beaucoup de choses de la manière dont tous ces petits forums ont fonctionné pendant plusieurs années pour se distinguer les uns des autres et pour survivre. Parce qu'aujourd'hui, très concrètement, que reste-t-il de ces forums? Pas grand-chose. Écrivain en herbe n'existe plus. Jeunes Écrivains est le seul avec le monde de l'écriture, mais qui a été créé légèrement plus tard, il me semble en 2007, à avoir encore une grosse communauté active. Et on a quelques forums qui s'étaient distingués justement en proposant des fonctionnalités différentes, comme Cosyclix qui est dans les mondes de l'imaginaire, qui existe encore. Voilà. Et je voulais en revenir à autre chose, à la question du lieu.
Est-ce que je réfléchissais à ça aussi en regardant tous ces petits forums? En fait, quand Écrivain en herbe a été supprimé en 2014, la communauté avait été indignée parce que c'était une décision individuelle. Voilà. Donc ce qu'avait fait un membre d'Écrivain en herbe, qui était aussi membre des jeunes écrivains, c'est qu'à l'aide de Web Archive, il avait recréé à l'identique, depuis le même hébergeur, un forum tout pareil à Écrivain en herbe. C'est-à-dire que c'était le même design, la même arborescence, les mêmes règlements. Il avait reconstitué une équipe d'administrateurs et de modérateurs. Il avait fait courir le bruit qu'on avait recréé Écrivain en herbe et que c'était le même. Mais en fait, est-ce que c'était le même? Puisqu'il n'avait plus l'archive en fait. Et plus l'archive, on était face à une sorte d'artefact. Et de fait, la communauté n'a jamais vraiment repris. Alors elle a vivoté pendant quelques années parce qu'on avait quand même une grosse trentaine de fidèles, ce qui était peu par rapport à la population d'origine. On a eu quelques nouvelles inscriptions, mais là, depuis quelques années, c'est fini. Et le forum n'a pas survécu à la suppression de son archive, et du coup de tout l'imaginaire, de toute la mémoire qu'il charriait avec lui. Et ça me faisait penser à la question des cénacles au XIXe siècle, donc ces groupes d'écrivains qui se réunissaient dans un lieu précis, étudiés par Anthony Glinoer et Vincent Lenné. Et en fait, il y a quelque chose d'assez similaire, c'est que en fait, les cénacles se réunissaient dans un lieu privilégié. Par exemple, il y avait le cénacle des Goncourt, ils se réunissaient dans le grenier des Goncourt. Le cénacle de Mallarmé, je crois que c'était genre au dernier étage, sous les combles ou un truc comme ça. Donc il y avait des lieux, il y avait aussi un temps, donc souvent c'était des rendez-vous réguliers, par exemple une fois par semaine, le jeudi soir, mettons. Et un groupe de fidèles, un petit noyau de fidèles, et puis quelques électrons qui passaient d'un cénacle à l'autre. C'est à peu près le même modèle que pour les forums. Et en fait, lorsque la personne qui accueillait les autres déménageait et tentait de recréer le cénacle ailleurs, en général c'était un flop. Les cénacles ne survivaient pas à la disparition de leur lieu d'élection. Parce qu'un lieu, c'est pas juste quelques mètres carrés dans lesquels se réunir. Un lieu, il est habité par une mémoire, il est habité par des rituels. Enfin, ça peut être où est-ce que chacun s'assoit, à quelle heure on se réunit, est-ce qu'on commence par manger et boire, ou est-ce qu'on passe directement à la lecture, est-ce qu'on est dans un modèle où on va avoir quelqu'un qui va être le centre de l'attention, comme dans le cénacle de Mallarmé, où c'est Mallarmé qui parlait beaucoup et on l'écoutait religieusement, ou est-ce qu'on va être dans un modèle plus polycentrique, où il se crée des petits groupes de discussion qui naviguent. Donc voilà, c'est un ensemble de rituels, c'est une mémoire, et souvent le groupement ne résiste pas à la dissolution du lieu. Et c'est pareil pour les forums. Parce qu'on a recréé Écrivain en herbe à l'identique, mais ça n'était pas le même lieu. Parce qu'il n'y avait pas toute cette mémoire. Et donc il n'a pas pu exister. Je pense que c'est la même chose pour le forum des jeunes écrivains. Pour l'instant, le lieu existe, identique à lui-même. Alors, les changements de design, c'est toujours osé, je dirais. Parce que ça permet à la fois de rester contemporain, donc de rester à la hauteur de ce qui se fait dans le web le plus récent, mais c'est en même temps dangereux parce qu'on modifie tellement le lieu qu'il peut ne plus être reconnu par les membres, qui peuvent ne plus se reconnaître dans cette communauté qui a changé de papier peint et de mobilier. Donc, je voulais juste parler très rapidement de cette question-là du lieu. Voilà, je finirai là-dessus. Tout simplement, ce petit relevé que j'ai fait pendant une journée, qui consistait année par année à relever les forums, voir s'ils existaient encore, s'ils étaient encore abondés, faire une étude quantitative, etc. J'ai appris beaucoup de choses parce que j'ai eu l'impression d'avoir sous les yeux l'histoire du sous-champ littéraire qui était le champ des forums d'écriture. Et de me rendre compte aussi que cette histoire-là, elle serait intéressante à faire de manière plus approfondie. Moi, je pourrais pas le faire dans le cadre de ma thèse parce que c'est une étude en soi, mais peut-être après, qui sait. Et en même temps, elle va être complexe à faire puisqu'on a un matériau documentaire très dégradé. Parce que je parlais de la fermeture des hébergeurs de plateformes, mais il y a aussi des hébergeurs d'images qui ont fermé, ce qui fait qu'il y a beaucoup de forums avec déjà des affichages qui sont plein de carrés gris, des messages de membres aussi qui sont très abîmés parce qu'il manque les images, donc ça
ça rend l'archive difficile à examiner. Et je voulais parler d'une dernière chose, c'était toujours dans la question de la comparaison entre les cénacles et les forums d'écriture. Donc les deux auteurs de l'âge des cénacles disent dans leur préface qu'en fait, beaucoup de gens aujourd'hui n'ont jamais entendu parler des cénacles ou de manière très lointaine, alors même que c'était la forme de sociabilité littéraire par excellence, un petit peu comme les cafés d'écrivains au XXe siècle. Et pourquoi est-ce qu'on n'en a pas entendu parler? Parce qu'en fait, l'imaginaire qui s'est forgé par la suite de la littérature au XIXe siècle est un imaginaire plus individualiste, issu de la conception moderniste de la création en solitaire, etc. Alors que dans le modèle de l'avant-garde, par exemple, on a valorisé le collectif. C'est assez différent. Et ce qui s'est passé, c'est que les écrivains eux-mêmes du XIXe siècle ont participé à la non-élaboration de cette mémoire-là, en écrivant leur mémoire, en écrivant des textes de la vie littéraire dans lesquels, en fait, ils réécrivaient un petit peu l'histoire. Pas du tout en ayant la sensation de mentir, mais parce qu'un écrivain qui réussissait dans le champ littéraire n'avait plus besoin du support du cénacle, donc il en sortait et il avait l'impression de s'être généré tout seul. C'est assez naturel. Et j'ai l'impression qu'il se passe quelque chose, quoiqu'à moindre échelle, parce que je vais reprendre la phrase du début, qu'il se passe quelque chose un peu similaire avec les forums d'écriture, quoiqu'à moindre échelle, puisque notre génération n'est pas tout entière fourrée dans des forums d'écriture. Ça, je suis d'accord avec vous. Mais en même temps, une grosse partie de cette génération d'écrivains, donc ma génération, plus 10, moins 10 ans à peu près, a quand même été inscrit sur des forums d'écriture. J'ai beaucoup de surprises juste en fouillant les archives de jeunes écrivains. Je vois des noms, des indices, et je me dis « Ah, mais cette personne, en fait, je vois qui c'est dans le champ littéraire, mais je savais pas qu'elle avait été sur des forums. » Et ça me fait ça régulièrement. Et je pense qu'il se passe donc quelque chose de similaire à l'effacement mémoriel des cénacles, parce que tout simplement, on a cette idée dualiste du fait que la vie numérique est moins réelle, enfin que la vie qu'on a en ligne serait moins réelle que la vie qu'on aurait hors ligne. Ça, c'est Antonio Casilli qui en parle, qui est un sociologue du numérique, de ce dualisme-là. Ce qui fait que pour beaucoup de gens, les expériences vécues en ligne, alors même qu'elles peuvent être émotionnellement très intenses, ne sont pas forcément dissibles ou avouables, tout simplement parce qu'on aurait l'impression de majorer une expérience mineure. Ce qui fait que beaucoup de gens alors qu'ils ont pu passer plusieurs années sur les forums d'écriture ou sur Skyblog par exemple, lorsqu'ils vont produire un récit de leur insertion dans le champ littéraire, vont sauter par-dessus cette étape, ne pas la mentionner, et donc écrire une histoire dans laquelle cette histoire numérique, leur adolescence numérique, n'existe pas. Ce qui fait qu'on est en train d'oublier les forums collectivement, alors que pour beaucoup de gens de ma génération, ils ont été une étape importante. Et voilà. Moi je sais que je milite aussi un petit peu pour que cette histoire soit écrite, soit dissible et soit objet de fierté. Parce que moi je suis très fière d'être une écrivaine des forums. Alors moi c'est différent, je suis restée jusqu'à au moins mes 28 ans. C'est peut-être pas la même chose pour quelqu'un qui a eu un Skyblog de ses 15 ans à ses 18 ans, enfin un Skyblog d'écriture bien sûr, qui a pu oublier plus facilement cette expérience, mais je pense malgré tout qu'il s'est passé quelque chose sur les forums d'écriture, dans toute cette petite constellation de forums qui a existé de 2005 à 2008, puis qui s'est stabilisé en 2008, mais avec quand même plusieurs acteurs dans le champ des forums. Et que cette histoire-là, elle est belle, parce que c'est une histoire du collectif, de l'écriture à plusieurs, et c'est aussi une histoire de l'adolescence en écriture, parce que c'était quand même, en tout cas dans ces années-là, beaucoup fréquenté par des ados. Et c'est beau en fait, de voir la genèse de toutes ces vocations, ces carrières d'écrivain, jeunesse qui raconte beaucoup la conception qu'on se fera ensuite de l'écriture. Je vous remercie de m'avoir écouté, je m'excuse encore pour la faible qualité audio, et on se retrouve dans 2 semaines, du coup, pour un vlog qui sera de meilleure qualité, et peut-être un peu plus préparé aussi. Merci!